Amis du Chronodox, bonjour. Aujourd'hui, nous nous attelons aux théories concernant l'histoire d'un individu mondialement connu. Il s'agit de John Fitzgerald Kennedy. 35e président des États-Unis, il était très apprécié du peuple américain. À cette époque, après la Deuxième Guerre mondiale, les tensions entre le régime communiste de l'URSS et la démocratie de l'Amérique sont grandes. Le président et sa génération veulent à tout prix échapper à la guerre froide. C'est lors de sa campagne de réélection à Dallas que Kennedy est assassiné. À ce moment-là, il comptait de nombreux ennemis. Parmi eux, nous comptons Fidel Castro, puisque JFK a essayé de se débarrasser de lui à cause de sa politique défavorable à celle des USA, la CIA et les exilés cubains anticastristes car la tentative d'invasion de Cuba fut un malheureux échec, ou encore la mafia qui aurait aidé Kennedy à atteindre son rang de président et qui lui, en retour, ne fit que nommer son frère au ministère de la Justice pour mener une lutte contre le crime organisé. C'est le 22 novembre 1963 que Kennedy est tué alors qu'il traversait le centre-ville de Dallas en voiture. Quelques heures plus tard, un fusil à lunettes est retrouvé sur le lieu depuis lequel les tirs ont été aperçus. Et le détenteur du sniper est tenu pour responsable du meurtre. Prénommé Lee Harvey Oswald, il est assassiné lors de son transfert en prison. Le décès du président marqua le monde entier. L'ex-vice-président prend donc sa place. Il s'agit de Lyndon Baines Johnson. Maintenant 36e président des États-Unis, Johnson établit une commission chargée de dissiper les doutes concernant un éventuel complot d'assassinat. Cette commission nommée Commission Warren rend Oswald, principal suspect, coupable du meurtre. En attendant, cette conclusion n'empêche pas le peuple américain de douter de l'authenticité du verdict. En effet, les Américains doutent. 54 ans plus tard, la majorité du peuple croit en une conspiration. En 2013, selon un sondage de l'Associated Press JFK, 59% des Américains croient en une conspiration, 24% croient qu'Oswald est le seul coupable et 16% sont sans avis. Maintenant, nous pouvons nous demander comment les Américains, après une version des faits qu'un comité spécial a élaborée, peuvent-ils se poser des questions, douter de la vérité? Pourquoi les gens ne font-ils pas confiance au gouvernement pour trouver un coupable? Quelle est la cause de l'apparition de toutes ces théories? Comment est-ce qu'elles fonctionnent? C'est à ces questions que je répondrai durant la vidéo. L'assassinat du président en 1963 est toujours d'actualité. L'événement s'est passé il y a 54 ans et, pourtant, on remarque une très forte médiatisation du sujet aujourd'hui. On compte un très grand nombre de films parlant de l'assassinat de Kennedy, des scénarios de fiction voient le jour, des livres sont écrits, des documentaires laissent entendre que les faits émis par le rapport Warren sont faux. Même en 2017, le président des USA Donald Trump en parle. Le récit est remodelé à la sauce de chacun et il devient normal de ne plus savoir ce qu'il s'est réellement passé, tant les faits ont été modifiés. C'est d'ailleurs pour cela qu'il nous est impossible de différencier ici le vrai du faux. Tout le monde peut apporter une touche de ses connaissances, de ce qu'il pense savoir. Certains élaborent des théories entières à propos d'un simple sujet. Si chaque argument de ces théories était une brique, ce serait aujourd'hui un empire pratiquement indestructible qui a été bâti. Beaucoup d'hypothèses tiennent la route et sont difficilement réfutables. Puisque nous, public de ces théories, manquons de méthodes pour faire le tri dans ces informations, les théoriciens du complot font facilement avaler au monde entier tout un tas d'histoires. Ils ont tous les outils nécessaires pour parvenir à leur fin. Ce qu'il leur faut, c'est une touche d'invérifiable, une pincée de vrai, une goutte de probable, et enfin, beaucoup de faux. Pourquoi les théories du complot attirent-elles un grand public? Comment peuvent-elles prendre une telle ampleur? Qu'est-ce qui les alimente, les fait vivre? Ce sont souvent les jeunes qui sont les premiers touchés par ces histoires car ils s'informent sur Internet. L'arrivée d'Internet fonctionne comme une dérégulation du marché de l'information. Les théories du complot existent depuis longtemps déjà, peut-être toujours. Mais elles étaient en quelque sorte interdites par ceux que l'on nomme gatekeepers. Ces gardiens, en français, sont des intermédiaires qui s'occupent de limiter l'accès à certaines informations en choisissant de ce qui apparaîtra ou non dans les médias. Par exemple, les journalistes choisissent de laisser entrer ou non certaines informations de le champ du public et en bloquent d'autres. Le web permet aujourd'hui à ces théories de s'ancrer dans notre société pour de bon. Pris séparément, les arguments n'ont peut-être pas de grande valeur, mais il est souvent très difficile et long de les démonter. Toutes les informations sur Internet ne peuvent pas être triées, il y aurait beaucoup trop de matière à traiter. Imaginons un instant que c'est le cas. Imaginons que toutes les données Internet, qu'il s'agisse de Facebook, de Twitter, de YouTube, etc., soient analysées, et que tout le faux était supprimé des réseaux. Cela ne sèmerait-il pas le doute? Ne nous demanderions-nous pas si les autorités ne nous cachent pas quelque chose? L'absence de preuves reste généralement la preuve ultime du complot des théoriciens. Les élaborateurs de ces théories nous font douter en s'appuyant habituellement sur de tout petits détails. Par exemple, lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, la couleur des rétroviseurs de la voiture change avant et après l'attentat. Ce ne serait donc pas la même voiture. En réalité, la Citroën C3
qui apparaît dans la vidéo, possède des rétroviseurs chromés. En fonction du soleil, les rétroviseurs brillent et cela explique ce changement de couleur. À force de douter, un problème de confiance s'installe. À présent, il va nous falloir un peu d'histoire pour mieux comprendre ce problème de doute. C'est ici que mai 1968 intervient en partie. Lorsque Kennedy est assassiné, tout l'Occident est plongé dans une grande révolution culturelle. En bref, à l'époque, soit les gens réfléchissaient moins, soit ils se taisaient, tout simplement. Par exemple, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler était le méchant et il fallait l'arrêter. Alors qu'à l'époque de Kennedy, lors de la guerre du Vietnam, les soldats et le peuple se posent plus de questions. Pourquoi allait-il combattre ? Le gouvernement a essayé de les convaincre et pourtant, étonnamment, plus personne ne voulait envoyer ses enfants se faire tuer au Vietnam. Il en est de même avec le meurtre du président. Le gouvernement donne sa conclusion, mais peu de personnes y croient. À partir de là, les jeunes s'affirment en se séparant des conventions de la société, en arrêtant d'obéir aveuglément. Ils remettent en doute le régime d'autorité, s'ils ne sont pas d'accord, ils se font entendre. Maintenant, qu'advient-il des Américains face au gouvernement ? Ce rêve américain, cette vie dont l'on rêve, c'est ce que Kennedy essayait d'offrir à son peuple. Une vie loin de la guerre froide, en sécurité. Les doutes qui apparaissent après les assassinats de Kennedy et d'Oswald sont les premières failles dans le rêve de paix qu'il avait apporté. La confiance du citoyen américain pour son gouvernement s'estompe. De plus, les Américains ne sont pas intégrés au gouvernement. Cela implique le fait qu'ils ignorent le fonctionnement des autorités. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'on leur raconte. Beaucoup de théories sont envisageables quant à la réponse qu'a donnée le gouvernement. Puisque l'on se trouve en période de guerre froide, peut-être les autorités du pays avaient-elles besoin d'un coupable rapidement, car la population a peur et ne se sent pas rassurée. Finalement, pourquoi le peuple doute-t-il ? Plusieurs points le démontrent. Premièrement, les gens montrent une certaine paranoïa. Ils se demandent si on ne leur ment pas. La guerre du Vietnam, par exemple, les pousse à remettre les autorités en cause. Deuxièmement, de petits détails engendrent le doute de toute une population. La commission Warren avait affirmé qu'aucune note n'avait été prise durant l'interrogatoire d'Oswald. Pourtant, un policier a bien pris des notes, démontant totalement l'emploi du temps parfait du meurtrier que la commission avait établi. Nous retrouvons donc des zones obscures qui ne sont claires pour personne car aucune explication n'a été donnée. De plus, en 1976, un nouvel organisme, la House Select Committee on Assassinations, reprend l'enquête, confirme l'essentiel du rapport Warren, mais établit la présence d'un second tireur. Cela nous amène donc à envisager la possibilité d'une théorie du complot. Pour finir, demandons-nous pourquoi ces théories du complot visent en particulier les Américains. Pourquoi est-ce typiquement américain de parler de complot ? En général, ça retombe sur les plus forts. Les complots visent des personnes qui ont les moyens de nous cacher des choses. Les médias font d'ailleurs très bien véhiculer cette image. On le voit dans les films américains d'infiltration, on nous parle d'agents de la CIA, etc. Puis, l'image des chefs d'État n'est que rarement aussi bonne, et encore, que celle de Kennedy. Bien souvent, ces chefs sont accusés soit de vouloir le pouvoir, soit de vouloir le maintenir, peu importe les moyens adoptés. D'ailleurs, une théorie du complot propose que Lyndon Baines Johnson a fait assassiner Kennedy pour prendre sa place de président. Même en 2017, le président américain ravive l'histoire en proposant la publication de documents classés top secret lors de l'assassinat en 1963. Le Congrès des USA lui-même a jugé les mystères trop lourds pour le public américain, il pouvait donc aisément se douter que le gouvernement cache quelque chose. Pour prouver le contraire, le Congrès charge une association de récolter toutes les informations disponibles et de les exposer au public afin de dissiper les doutes. Un nouveau complot ? Veulent-ils faire croire à tout le monde qu'ils n'ont rien à cacher alors qu'en fait, ils nous manipulent ? Le problème est bien là. Nous ne pouvons, ou souvent, nous ne nous donnons pas la peine de distinguer le vrai du faux. Le linguiste américain Noam Chomsky a dit « Si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours de défense intellectuelle. » Un reportage sur France 24 nous propose une manière de déjouer les éventuels pièges d'Internet. Les reporters nous montrent qu'il est important de mener sa propre enquête, de vérifier les sources de nos consultations sur Internet et de comprendre les motivations des auteurs de théories du complot. Ça y est, la vidéo touchante à sa fin, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Il est temps de céder la place à une autre célébrité. Il ne s'agit pas de Noé, le prochain élève, mais de Coluche.